Mesdames, Messieurs, vous faites bien de choisir Sota FM pour vous informer. Voici les titres de cette session de l'information. La commune de Malanville et ses environs enregistrent depuis quelques jours à des pluies diluviennes et pour cause, l'on constate la montée des eaux et déjà quelques inondations au niveau de certaines localités. Le point focal communal de la plateforme réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique de la mairie de Malanville sera dans ce journal pour nous apporter quelques précisions. Pendant ce temps, le programme régional d'intégration des marchés agricoles en abrégé primaire a organisé un atelier de coproduction d'émissions dans le cadre de ses activités. Cet atelier a réuni les journalistes et animateurs des radios partenaires de ce programme. Précision assure dans ce journal. À suivre à la boucle dans ce journal, quelques notes en sport, sans oublier la revue de presse nationale et la chronique du jour. Ce sera donc le menu de cette session de l'information. Merci d'être toujours connecté sur la radio pour les détails. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, merci de nous préférer. On se souvient encore de la traite négrière aujourd'hui, ceci à travers la célébration de la journée internationale de souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une journée commémorée le 23 août de chaque année. Depuis plusieurs années, dans les 4 coins de la planète Terre, les manifestations sont placées donc sous le thème 30 ans du projet Les routes des personnes mises en esclavage, résilience, liberté, héritage. Que retenir de ce phénomène qui avait perduré dans le temps et quelle différence peut-on faire entre traite négrière et esclavage? Grosse interrogation, suivez donc les précisions avec Thierry Cora Gounou, lui il est professeur d'histoire-géographie au collège d'enseignement général 1 de Malanville. La traite négrière, encore appelée traite des Noirs, est le commerce des Noirs arrachés à leur famille, vendus comme esclaves et déportés en Amérique pour la mise en valeur de ce continent entre le XVIe et le XIXe siècle principalement. Il faut noter que la traite négrière était un trafic très ancien, pratiqué d'abord par les Arabes, puis par les Européens avec la complicité des rois africains. Elle donna naissance à un circuit commercial appelé commerce triangulaire. Ce trafic mettait en relation 3 continents, à savoir l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Il existe bel et bien une différence entre les concepts traite négrière et l'esclavage. La traite négrière est le commerce des esclaves, alors que l'esclavage, c'est la condition servile imposée à un être humain. La traite négrière a été abolie depuis plusieurs années grâce à un célèbre homme en son temps dont nous parle ici l'animateur d'établissement en histoire-géographie en service au collège d'enseignement général 1 de Malanville. Je vous invite à suivre une fois de plus Thierry Gounou-Kora. La traite négrière a été abolie au XIXe siècle, précisément le 27 avril 1848 en France, surtout par Victor Schœlcher. Plusieurs raisons expliquent l'abolition de la traite négrière. Nous avons la multiplication des campagnes abolitionnistes sous la direction des philosophes, des écrivains et des hommes d'église dans plusieurs pays européens. Également, le brusque retournement de l'opinion publique européenne contre la traite négrière. Il faut noter aussi la lutte des Noirs en Amérique et en Europe avec les anciens esclaves. Tout ceci a amené d'abord les Anglais et ensuite les Français à abolir la traite négrière. Tout en revenant sur les impacts de la traite négrière sur l'humanité, le professeur d'histoire et de géographie lance cet appel que voici aux dirigeants africains. Extrait des propos de Thierry Gounou-Kora. La traite négrière a participé au décollage économique de l'Europe.
à travers son industrialisation. Donc à ce niveau, on peut dire que la traite négrière a été bénéfique pour l'Europe. Mais par contre, au niveau du deuxième volet, qui concerne l'Afrique, la traite négrière a entraîné de graves conséquences. Entre autres, nous avons le retard économique de l'Afrique, ce qui justifie d'ailleurs son sous-développement. Nous avons également le dépouillement de l'Afrique de ses bras valides, l'introduction des cultures occidentales en Afrique, l'introduction de nouvelles religions en Afrique, notamment le christianisme. Tout ceci explique le sous-développement économique de l'Afrique. Nos mots de fin sont d'exhorter tous les Africains à prendre conscience du potentiel intellectuel dont ils jouissent et d'adopter des comportements panafricanistes afin d'amorcer le réel développement du continent africain. Mesdames, Messieurs, je voulais annoncer un titre. La commune de Malanville et ses environs enregistre depuis quelques jours de fortes pluies diluviennes et pour cause, l'on constate donc la montée des eaux et déjà quelques inondations au niveau de certaines localités. La commune de Malanville est donc classée en orange en matière de risque d'inondation. Que comprendre réellement d'une inondation et de la montée des eaux? Élément de réponse avec Yacoubou Toro, il est point focal de la plateforme communale réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique à la mairie. Extrait de ses propos. En ce qui concerne la montée des eaux, qu'est-ce qui explique ça? Il faut dire que la commune de Malanville en République de Bénin est l'une des communes qui est située pratiquement dans le lit mineur du bassin de l'autorité du Niger. Du bassin de l'autorité du Niger, qui dit bassin de l'autorité du Niger veut parler du fleuve Niger. Et notre position par rapport au sens de l'écoulement des eaux de ce bassin-là, que Malanville ou bien le Bénin, puisque c'est 9 pays qui se partagent ce fleuve-là. Donc la République du Bénin est le dernier pays et que ce fleuve-là traverse l'avant-dernier pays que ce fleuve traverse avant de se jeter dans la mer au Nigeria. Donc ça se verse dans l'océan Atlantique au Nigeria et du coup on est l'avant-dernier pays que ce cours d'eau va traverser avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Toutes les eaux issues ou bien qui sont tombées au Tchad, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger. Donc toutes ces eaux-là sont convoyées vers le Bénin en passant par les communes de Karimama et de Malanville pour entrer dans le Niger et le Nigeria puis se jeter, comme on appelle, dans l'océan Atlantique au Nigeria là-bas. Donc vous voyez, donc toutes les eaux que nous recevons de ces 7 pays-là font que au cours de cette période où il y a de fortes précipitations dans, comment on appelle, la partie supérieure de ce bassin-là, et que c'est l'écoulement qui va nous amener toutes ces eaux-là dans notre commune. Il faut noter que de l'orange, d'après les prévisions météorologiques, d'ici quelques jours, la commune sera classée au rouge, nous informe Yacoubou Tora, point focal de la plateforme communale de réduction risque de catastrophe et d'adaptation au changement climatique de la mairie de Malanville. Extrait de ses propos. Au cours de cette période, prévision qui a été faite hier nous montre que dans 112 heures à 4 jours, on aura une montée fulgurante de l'eau dans notre bassin là. Du coup, à l'étape d'hier à aujourd'hui, on est dans un seuil d'alerte qu'on appelle orange. Et quand on est dans ce seuil d'alerte là, c'est-à-dire on est attentif. On sait que le danger là n'est pas loin. Maintenant, les prévisions d'hier ont montré que dans les 112 heures à 4 jours, on aura la forte quantité de pluie qui a quitté la Guinée en passant par la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Niger. Nous, on va accueillir ces eaux-là dans notre commune.
et ça va être vraiment, si on ne sait pas faire, ça va être du comble chez nous. Donc, et là, ça va faire que dans les prévisions et les seuils d'alerte là, nous allons passer de la couleur orange qui est au rouge. Donc quand on dit rouge, on sait que le rouge, on n'a pas besoin d'expliquer aux gens ce qu'on appelle couleur rouge. Même si on n'est pas allé à l'école, on sait que c'est extrêmement le pire ça, c'est le danger ça. Donc quand c'est comme ça là, ça veut dire que tous ceux qui sont dans le lit mineur du fleuve Niger, de l'Albouri et de la Sota là, donc nous appelons l'indulgence de ces gens-là à dégager tout ce qu'ils ont comme bien précieux et eux-mêmes à les faire partir très tôt dans le lit mineur de ce fleuve-là. Et eux-mêmes là, les habitations qu'ils ont là, ils n'ont qu'à abandonner, ils n'ont qu'à quitter ces habitations-là. Dans cette perspective, pour l'heure, les populations de la commune de Malanville doivent adopter un certain nombre de comportements pour éviter le pire. Nous confie Yacoubou Tora qu'on écoute. En cette période de haute montée des eaux là, que nos populations doivent éviter les questions de navigation inutiles. Lorsque ce n'est pas une urgence pour toi, il n'y a pas urgence, il va falloir laisser ton déplacement là sur les cours d'eau. C'est que les gens doivent vérifier l'état de leur embarcation là. Donc là, si ça concerne plus les piroguiers, donc les gens doivent s'assurer que leur embarcation là est en bon état. C'est en bon état, oui, mais il faut éviter les chichages. On recommande le port des gilets avant quand même de monter sur une embarcation. En cette période, pour nos papas paysans et pêcheurs là, on recommande d'éviter de confier les embarcations, c'est-à-dire les pirogues et autres là, à des enfants mineurs, à des personnes mineures. Et ce qu'il faut augmenter, c'est que les navigations nocturnes au cours de cette période là, que nous leur conseillons d'éviter les navigations nocturnes. Là, c'est à l'endroit également de nos soeurs, de nos mères qui sont à la maison. Faut pas que en cette période qu'on laisse les enfants aller dire je vais me baigner dans une mare, dans un cours d'eau. C'est vraiment proscrit en cette période-là. Nous leur recommandons que les consignes que nous sommes en train de donner là, c'est vrai, c'est pas de l'amusement. Les gens vont voir que c'est banal, eux connaissent ça, oui, on sait qu'on connaît ça. Mais on leur recommande que c'est une répétition et c'est aussi un rappel. Donc on leur demande humblement là, ils n'ont qu'à mettre en application les consignes dont ils connaissent là. Autre volet de l'actualité dans cette session de l'information, 10 boutiques sortiront bientôt de terre ici à Malanville. Le chantier de construction de ces infrastructures marchandes est déjà ouvert depuis environ une semaine. C'est dans le cadre du projet Sinasiro exécuté par l'ONG ODEVIC, entendons Organisation pour le développement de la vie des communautés. Les responsables de cette structure étaient en milieu de cette semaine sur le terrain pour s'assurer de la bonne ouverture du chantier de son exécution. Le projet Sinasiro est sous financement du consortium de la Maison de la Société Civile ABJF et l'Union Européenne dans le cadre de la consolidation de la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein de la société. Je vous invite à suivre pour plus de détails Alassane Issifou. Il est le directeur exécutif de l'ONG ODEVIC ici à Malanville. C'est dans le cadre du projet Sinasiro, mis en œuvre par l'ONG ODEVIC à Malanville, sous financement du consortium ABJF, Maison de la Société Civile et du grand projet l'Union Européenne. L'appropriation des infrastructures socio-communautaires, c'est notre responsabilité. Nous avons intérêt à sensibiliser la communauté. À travers ça, nous avons mis en place des comités de veille pour la paix dans 10 localités de Malanville. Donc ces 10 localités qui bénéficieront des chantiers ont intérêt à suivre ces chantiers de bout en bout et aussi à sensibiliser la communauté pour vraiment veiller à ce que la construction soit bien faite et que les normes prévues par l'entrepreneur soient respectées pour que l'ouvrage nous soit bénéfique tous. Tout que le gouvernement appuie à travers les projets socio-communautaires. Ces projets de développement sont des projets que nous saluons. La population qui allons bénéficier de ces ouvrages, vraiment les suivre et voir un peu comment ça se passe afin de pouvoir les utiliser à bon escient. Donc c'est pour ça que ce soir nous sommes venus voir un peu
peu, comme ils sont au niveau d'implantation et de fouilles, nous allons voir comment ça se passe. Est-ce que les règles, les normes qui sont prévues là sont en train d'être respectées afin qu'on puisse suivre la construction de ces 10 boutiques de bout en bout. Il faut que les citoyens vraiment prennent conscience de jour au lendemain qu'aujourd'hui, les infrastructures socio-communautaires de développement ne sont pas à négliger. Ces infrastructures sont à prendre en compte de bout en bout parce que un chantier que tu n'as pas suivi de bout en bout, tu ne peux pas avoir l'aval sur ça, dire quoi que ce soit. Et ces 10 boutiques, c'est pour notre bien, c'est pour nous. Nous devons nous les approprier. Démarré depuis une semaine environ, le chef chantier nous confie la disponibilité de tout le matériel nécessaire pour la construction simultanée des 10 boutiques et la réfection de la maison des jeunes de Malanville. Il a par ailleurs remercié les autorités locales pour l'assistance. Ressou Célestin, il est chef chantier chargé de la réfection de la maison des jeunes et la construction des 10 boutiques ici à Malanville. Il se veut plus précis. Ces travaux ont démarré environ une semaine. Les matériels sont là. Déjà, nous avons déjà des fers, nous avons du sable, nous avons déjà tout ce qui accompagne la construction d'un chantier où nous travaillons simultanément sur le site de la Maison des Jeunes et en même temps sur le site de la construction des 10 boutiques. Il y a 5 qui feront face à la voie inter-État et 5 feront face à la CELCAM. Le délai, c'est pour 5 mois. Autre chose, c'est d'abord remercier la population de Malanville qui nous a accueillis et surtout l'envouement du CA de Malanville qui nous a accueillis à bras ouverts et qui nous a beaucoup faciliter la tâche. Nous tenons à le remercier. Nous passons aussi par ici pour remercier la mairie à travers le directeur des services techniques et le directeur de l'affaire domaniale qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Demander toujours à la mairie et au CA de nous aider, comme ils sont en train de le faire, afin que nous puissions vraiment exécuter ces travaux dans la paix, dans la joie, dans la convivialité, comme cela se passe déjà. Nos matériels qui sont sur les chantiers soient quand même préservés, ne soient pas vandalisés, et que la population aussi fasse attention et savoir qu'en temps ils avaient l'habitude de rouler dans la zone comme ils voulaient, mais maintenant qu'il y a un chantier en cours, qu'on puisse quand même savoir comment se comporter dans ces environs pour ne pas aller à la dérive. Nous travaillons de façon simultanée avec un contrôle qui est sur les lieux de façon permanente et tout ce que nous faisons est sur l'œil de vérification du contrôle. Donc nous ne faisons pas quelque chose ici au pifomètre, mais nous respectons quand même les engagements décrits par le projet. Et bien voilà, il faut noter que le chef de l'arrondissement de Malanville se réjouit du choix porté sur son arrondissement et prodigue ici quelques conseils à l'endroit de la population. Et s'il faut saouler, qu'on écoute. C'est vraiment un réel plaisir pour moi et vraiment une telle situation se réalise dans mon arrondissement. Donc si je voulais situer le site des travaux se trouve au niveau entre la maison du peuple et le CELCAM comme on le dit communément. Je remercie ce projet en collaboration avec notre mairie qui soutient tous les faits qui sont là avec le comité de suivi et de contrôle. C'est pour dire à la population qui est reconnaissante de ce projet, voir que la place était vide combien de temps. Aujourd'hui, on veut construire des boutiques que nous allons bénéficier et tout l'arrondissement bénéficiera de ces boutiques. Donc vraiment, je remercie ce projet, je remercie le comité pour la mise en œuvre de ces travaux. De parler à la communauté et à nos jeunes, vraiment de veiller sur les travaux qui se font pour notre bénéfice. Il y a les matériels qui sont là, à même le sol, devant tout le monde. Il faut que les gens fassent attention de tout ce qui se passe sur le terrain. Il faut que nous accompagnions le civisme et le patriotisme pour que vraiment ces travaux seront réalisés sans défaillance en aucun niveau. Les personnes de mauvaise volonté n'ont qu'à essayer de se retirer sur ces sites. C'est pour notre bénéfice entier pour l'arrondissement de Malanville. Mesdames et messieurs, cette session de l'information se poursuit. Mais avant tout, on marque juste une courte pause. C'est la pause qui s'impose sur votre radio. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Le programme régional d'intégration des marchés agricoles en abrégé Prima a organisé un atelier de coproduction d'émissions dans le cadre de ses activités. Cet atelier a réuni les journalistes et animateurs des radios partenaires de ce programme. C'est la salle de conférence de la CCRB de Boinkom qui a abrité justement les travaux qui ont duré 4 jours environ. Compte rendu, Faouzia Tozime qu'on écoute. Au menu de cet atelier de coproduction, 2 thématiques. La première est relative à l'alimentation et la nutrition dans le Prima. La seconde porte sur l'autonomisation des couches vulnérables.
Aristide Fassinou Nyingpo, responsable suivi évaluation du Prima, justifie le choix de cette thématique. On a trouvé qu'il est important de mettre un accent particulier sur l'aspect genre que le Prima prend en compte. Et donc, au cours de cette émission, on doit pouvoir aborder la thématique en relation avec l'autonomisation des jeunes, des femmes et des personnes handicapées. Et on sait que au niveau des femmes, sur les marchés, il y a beaucoup plus le volet alimentation qui est mis en avant parce que tous ceux qui viennent sur les marchés, avant de se retourner à 80%, doivent s'alimenter au niveau du marché avant de se retourner. Et donc, la nutrition revêt alors un élément important pour que les acteurs au niveau des marchés puissent être toujours en bonne santé, vigoureux pour animer efficacement les marchés. Selon lui, les professionnels des médias des radios partenaires ont une mission en ce qui concerne la diffusion des émissions produites. Vous savez que au niveau des marchés, il y a beaucoup d'acteurs qui viennent. Les messages que nous avons à partager avec eux, s'ils ont l'occasion de les écouter à travers les radios, ça va mieux les préparer quand ils seront au niveau des marchés. Ils sauront que le Prima ne laisse pas une catégorie en rade et donc ils seront fiers de venir animer les marchés que le Prima aura à réhabiliter. Et donc les radios, d'une façon générale, étant donné que nous sommes déjà en partenariat, l'objectif de ce partenariat, c'est d'aider à porter plus loin la voie du projet. Outre les animateurs et journalistes, d'autres acteurs clés du Prima ont pris part à cet atelier. Lazare Sahossou est le président de la plateforme multi-acteurs d'Aplahoui. Les 2 jours que j'ai fait ici à Boycon m'ont permis de comprendre que sur la nutrition, il ne faut pas manger pour le fait de manger. Il faut au moins les nécessaires pour composer un repas, à savoir les lipides, les glucides, les vitamines, les minéraux. Jeannette Iwikotan est son homologue des collines. Ce que j'ai compris par rapport à l'alimentation, nous avons les produits, nous le cultivons, mais nous ne le savons pas la consommer. Mais à partir de maintenant, le Prima nous a aidés pour savoir comment nous allons consommer nos aliments que nous produisons. Par rapport à la plateforme que nous avons à Glazoué, nous nous engageons pour tous les objectifs que Prima a mis en place pour les aliments que nous produisons, mais nous ne le savons pas comment le consommer pour être en bonne santé. Démarré mardi dernier, cet atelier de coproduction a pris fin ce vendredi. Merci à vous, Faouzia Tazime, pour ce compte rendu depuis Boycon. Juste après vous, nous allons installer Loukman Rocho Sissura dans sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Nouveau rebondissement dans le dossier chroniqueur béninois Frère Ouvi. Ce vendredi, les journaux rapportent du nouveau dans l'affaire. Après la présentation du chroniqueur béninois Steve Amoussou, alias Frère Ouvi, au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme Criette, l'investigateur du jour informe que selon les informations rapportées par un média, l'avocat du chroniqueur, Maître Baparapé, aurait déclaré Urbi Orbi que Steve Amoussou n'est pas Frère Ouvi. Je ne suis pas Ouvi, je suis Steve Amoussou, mais je voudrais avouer que Ouvi mène un combat noble, a déclaré l'accusé devant la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme le mardi 20 août dernier, cité par le journal. Ça va être une erreur sur la personne et il a dit ne pas être Frère Ouvi et que lui partage entièrement les récriminations de ce personnage fantôme-là, commente l'avocat de Steve Amoussou selon le journal. Alors qu'il se cache en réalité derrière le pseudonyme Frère Ouvi, se préoccupe le Télégramme. Le journal reprend l'argumentaire de l'avocat selon qui l'accusé dit qu'il est un auditeur fidèle des chroniques de Frère Ouvi à qui on tente d'attribuer les audios contre la gouvernance du régime actuel. Il s'agit là ni plus ni moins un nouvel élément dans le dossier Frère Ouvi qui pourra sans doute, déduit le canard, influencer la suite des événements.
En analyse, Matin Libre pense qu'au-delà de Steve Amoussou, c'est 2026 qui se joue. En première ligne, l'opposition qui se trouve et une nouvelle récrimination ajoutée à la liste déjà longue des demandes de libération d'opposants. Juste là partiellement satisfaite, le journal estime que désormais, Areki Amadougou, Joël Aïvo et tous les autres prisonniers politiques, il faudra mentionner Steve Amoussou. Et mon confrère redoute pour les perspectives des élections de 2026. Et parlant de 2026, le Canada du Nord évoque la présidentielle. À la majorité présidentielle, de graves défections sont annoncées à l'Union progressiste, le Renouveau et au Bloc républicain, alerte le journal. Mon confrère s'interroge si la mouvance présidentielle se trouve déjà confrontée aux réalités de fin de mandat. En attendant que le journal n'ait de réponse à sa question, Fraternité s'intéresse au cas de variole de singe au Niger et au Nigeria. L'épidémie est aux portes du Bénin, alerte en gros titre le journal. Si aucun cas n'est encore annoncé sur le territoire béninois, l'épidémie s'est déjà signalée dans certains pays limitrophes, s'inquiète mon confrère qui cite des cas enregistrés au Niger et au Nigeria. C'est dire que le danger est imminent et les populations des zones frontalières sont très exposées, avertit le quotidien qui indique que selon les explications de l'Organisation mondiale de la santé OMS, il s'agit d'une maladie dont la contagion est très facile. Elle peut être contractée en cas de contact étroit avec le malade. La propagation peut se faire en un temps record en raison de la mobilité entre les frontières, prévient la publication qui invite à la prise en urgence des mesures sanitaires. Pendant ce temps, dans le reste, en pêle-mêle, le matinal annonce que pour non-port d'uniforme par les émigrants à Abomey-Calavi, une répression est annoncée pour le 15 septembre prochain. Le non-port d'uniforme par les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, dans la municipalité d'Abomey-Calavi sera réprimé à compter du dimanche 15 septembre. Le journal précise que l'initiative émane du collectif des syndicats des émigrants d'Abomey-Calavi, Kozenzac. La même information est traitée par Fraternité qui titre en une « Non pas d'uniforme par les émigrants d'Abomey-Calavi », la répression annoncée pour le 15 septembre. Et déjà la veille, c'est-à-dire le 14 septembre, est-ce un jour de tous les dangers à Paou, se préoccupe le Soleil Bénin Info. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Le journal s'explique que c'est ce qu'il convient de faire face aux dangers imminents qui pointent à l'horizon dans la commune de Ouida. Et pour cause, pour le culte et Gougoum, il y a un foyer de violence et des troubles à l'ordre public en gestation. À en croire le journal, le risque est élevé au regard des désaccords, des menaces, des injures, des provocations et des chantages. Alors, pour mon confrère, le 14 septembre 2024 sera un jour de grandes incertitudes où le pire peut se produire. Les autorités sont invitées à prendre promptement leurs responsabilités, exhorte mon confrère. De toute façon, tempête, soleil levant, les revenants porteurs de chicottes et autres objets sont dorénavant inacceptables. Et Gungu et dignitaires sont suffisamment avertis, termine le canard. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce vendredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Sota FM. Et bien voilà, mesdames, messieurs, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la conduite technique, Aboubakar Doko. À la réalisation de cette demi-heure d'information est là pour nous, Faridat Sani. En direct depuis les studios pour la présentation, Bruno Gakli, c'est mon nom. Suivez juste après nous la chronique du jour qui va porter la scienture et la griffe de Alassane Sanibio. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sanibio. On n'aime pas assister le malade, mais on aime dépenser sur son cadavre.
C'est une réalité au Bénin, même si cette philosophie varie d'une communauté à une autre. Pendant qu'il est sur le lit de l'hôpital, on peut compter du bout du doigt le nombre de visiteurs qui vont témoigner de leur soutien. Attendez le jour de son décès, vous verrez une mobilisation spontanée. La nouvelle va plus vite qu'une flèche. C'est en ce moment que beaucoup se demandent s'il était malade, parce que cette phase de maladie ne les intéresse pas, alors qu'ils n'avaient peut-être besoin que d'une petite somme pour faire face à une ordonnance à temps pour être sauvés. Mais on attend le pire pour montrer à la famille du défunt qu'on est avec elle. Quelle hypocrisie humaine! Dans certaines communautés, on évite tout au moins de faire des dépenses astronomiques pour célébrer le mort. C'est juste des prières pour le repos de son âme. Mais les petites enveloppes ne manquent pas aussi à ces occasions. On pourrait faire preuve d'humanisme pour assister le malade en son temps et tenter de l'arracher à la mort avec ces enveloppes. Je ne dis pas que les enveloppes peuvent systématiquement sauver. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je parle plutôt des gens qui partent par manque de moyens. Dans d'autres communautés du Bénin, c'est le comble. On dépose le corps pour préparer la fête. Et ça, pendant plusieurs mois, parfois 1 an. Heureusement que la réforme dans le secteur funéraire fixe cela à 30 jours au plus maintenant. On perd un être cher et on en trouve l'occasion de festoyer. Quel paradoxe! Les familles vendent des biens pour ça. Des biens qu'on n'avait pas vendus pour sauver la vie. D'autres s'endettent dangereusement parce que le décès de quelqu'un est un événement majeur à célébrer. Ça aussi, c'est la culture béninoise. Une culture qui laisse à désirer, à mon sens, parce que cela ne traduit pas l'humanisme de l'homme. Ça incarne plutôt la méchanceté. C'est comme si on est heureux du départ de l'autre. Malgré la réforme dans ce secteur, on est loin de limiter les dépenses. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota FM